Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. On va s'épargner les enfin, on va parler de Kaamelott premier volet, le premier film d'une trilogie qui sort au cinéma, qui fait suite à la série de Alexandre Astier, qui a duré 6 saisons sur M6. Donc, que vaut ce film? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je suis impatient d'avoir vos avis, vos commentaires aussi, donc n'hésitez pas à les mettre. Pour ma part, en conclusion très rapide au début, c'est un excellent film, franchement, allez le voir. On va décortiquer tout ça plus en détail, avec des spoilers, mais aussi sans spoilers. On va d'ailleurs commencer sans les spoilers, parce que c'est plus logique de faire comme ça. Au moins les personnes qui n'ont pas vu le film pourront quitter la vidéo, si elles le souhaitent, ou alors se faire complètement spoil. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler? C'est le genre de truc où j'ai un petit peu du mal, mais il y a malgré tout des petites choses à dire. La mise en scène est magique, on voyage, on bouge, on a des lieux qui sont vraiment marqués, qui changent d'une scène à une autre, on s'ennuie vraiment pas tout le long du film, c'est vraiment génial. Et sans spoiler, voilà, je trouve que un des points forts de la série, c'était qu'il y avait beaucoup de personnages. Ça permettait justement de ne pas s'ennuyer, de passer d'un état d'esprit à un autre, de varier les blagues, de varier l'humour. Mais aujourd'hui, sur un film, je trouve que c'est un petit peu le point faible, en fait. Il y a tellement de personnages, il y a tellement de choses à raconter sur eux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis presque 10 ans? Voilà, certains auraient mérité, pour moi, plus de traitement. Mais voilà, l'humour, en fait, ça prend du temps. Et pour coller au standard de 2 heures, il faut faire un choix. Et on va pas se mentir, le rythme du film, il est super bon. Il n'y a pas de frustration particulière pour autant. Et les fans pourront apprécier quelques petites références à la série qui sont bien placées et qui n'empêcheront pas la narration du film pour les gens qui ne l'ont pas vu. La série, je veux dire. À un moment bien précis, sur un rempart du château, pour rester dans le vague, il y a une discussion entre plusieurs personnages et j'ai trouvé un plan vraiment pas joli. En fait, j'étais perdu dans l'espace, je savais plus où est-ce qu'on était. Normalement, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter dans le cinéma, une coupure un peu brusque, enfin voilà. Mais je me fais pas trop de soucis pour ça, c'est des détails qui seront réglés dans le DVD. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve, je me rappelle, dans Jurassic World. Il y avait une scène qui avait été en double une fois quand j'étais allé le voir au cinéma. Et quand je l'ai revu plus récemment, en fait, cette scène n'était plus en double, en fait, elle n'y était plus, parce que le problème était réglé. Donc avec la sortie du DVD, il y a un retravail sur le montage, donc ce petit détail, on s'en fout. Voilà, simplement, je sais même pas pourquoi j'en parle, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, ce Kaamelott premier volet, c'est du Kaamelott tout craché, les fans devraient être ravis. Moi, personnellement, je suis ravi en tant que fan. À vous de me dire si vous aussi. On y retrouve l'humour et ce côté parfois un petit peu plus sombre qui, pour moi, marche super bien. Quoi qu'il en soit, je le répète, quoi qu'il en soit, si vous êtes un fan de Kaamelott, restez vraiment jusqu'à la fin du générique, ça en vaut la peine. Voilà, je pense avoir fait le tour globalement de tout ce que je pouvais dire, sans spoiler. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal, donc voilà, je préfère pas prendre de risques, plutôt qu'en dire trop, et vous gâcher le plaisir. Donc maintenant, on va se mettre à spoiler de manière bien grasse. Moi, c'est ce que j'aime. Je vous invite à quitter la vidéo si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le film. Et nous autres, on va rester, si vous avez eu la chance, donc déjà, de pouvoir le voir une fois, 2 fois, 3 fois. J'attends le DVD pour le bouffer une dizaine de fois d'affilée, ça me fera bien plaisir. Voilà, donc là, je parle un petit peu pour laisser le temps aux personnes de réaliser qu'il faut quitter la vidéo, qu'il va y avoir du spoil, ou peut-être que vous êtes dans un dilemme moral de savoir si vous restez ou pas. Voilà, on va dire qu'on est dans la seconde partie de la vidéo à présent, et on va spoiler de manière bien grasse, comme je le disais. Comme on peut faire ce qu'on veut à présent, puisqu'on est dans cette partie non-spoil, voici une de mes tirades préférées dans le film qui m'a fait le plus rire. Hé, Arturus, on voit ta bite. Enfin, c'est pas dit avec le sourire comme ça, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était... Enfin, tu t'y attends tellement pas, quoi, que ça m'a fait... Voilà, c'est mon humour, c'est mon humour. Bon, la suite de la vidéo va essayer d'être un petit peu plus profond que ça. C'est bizarre, hein, ce que je commence à dire. C'est bizarre. Mais on garde, quand même. Le film commence globalement sur des personnages qu'on ne connaît pas, et c'est assez drôle de remonter la piste progressivement. Donc il s'est passé quasiment 10 ans depuis la fin de la série, et justement, première petite déception, je m'attendais à ce que les personnages aient plus changé que ça en 10 ans. Et finalement pas, ou pas, en fait, ça dépend des moments, ça dépend des personnages. Et si au début j'étais un petit peu déçu, à la fin du film, je sais plus trop quoi penser de ça. Pour moi, la meilleure évolution du personnage, ça reste le duc d'Aquitaine, interprété par Alain Chabat. Quand on l'a découvert dans la série, c'était un homme faible, qui se laissait marcher dessus. Aujourd'hui, ce qu'on pensait être de la faiblesse, en fait, sur lui, c'est de la noblesse d'âme. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un de bon. Et au lieu de se laisser marcher dessus, il va se battre
un petit peu à sa manière, avec du dialogue. Cette scène où il monte tout habillé dans la baignoire appuie tellement ses propos sur Arthur, je trouve ça c'est vraiment génial, vraiment fort. Et je parle pas de son argumentaire pour faire changer d'avis Arthur lorsqu'ils sont dans la forêt sur un schéma de information, culpabilité. Voilà, c'est du grand art, c'est vraiment exquis. Un grand bravo à Alain Chabat pour ses performances et à Alexandre Astier pour avoir écrit un personnage comme ça. Et d'ailleurs, justement, juste après, on voit Bohort, un des personnages principaux de Kaamelott. Je me suis trompé sur le personnage de Bohort. Je le voyais devenir, à cause de la série, du moins, et de cette dernier fait d'armes à la fin du livre 5 et du livre 6, courageux. Mais en fait, Bohort, c'est un froussard, c'est un trouillard, mais un trouillard fidèle, un trouillard qui a voilà, cette fidélité et qui le tiraille, en fait, entre cette fidélité qu'il a au roi Arthur. Il n'a pas retiré Excalibur lorsqu'il pouvait le faire, il n'a pas essayé de la retirer lorsque le roi l'avait replanté dans la série, et il a essayé de le défendre face à Lancelot dans le livre 5. Enfin voilà, du courage de ce côté-là, qui fait face à cette trouille, et voilà, c'est ça qui est donc marrant sur le personnage, et j'espère pouvoir en voir plus sur lui, le pouvoir qu'il puisse faire plus de choses. Perceval et Caradoc, eux, ils sont fidèles à eux-mêmes, et pour moi, c'est vraiment des génies dans leur genre. Leur apparition avec le mur qui s'effrite est vraiment géniale, et Perceval, qui était vraiment beaucoup derrière Caradoc, qui se laissait mener, prend aujourd'hui davantage une position de leader, et ça, c'est vraiment classe. Et moi, je veux voir Perceval faire de grandes choses, et même si ça va prendre du temps, je suis certain qu'il le fera. Avec eux, on avait Merlin, très peu mis en avant dans le film, et pourtant, il sauve finalement la situation avec le tunnel. Et ça me fait plaisir de le voir parvenir à réussir à faire quelque chose, et je pense qu'il n'est pas si incapable que ça, mais qu'on en attend simplement autre chose de lui. Niveau personnage que l'on voit peu, il y a aussi le tavernier qui est avec eux. Il est souvent à l'écran, finalement, hein, mais il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, quoi. Il doit avoir 2-3 lignes de texte, c'est un petit peu dommage aussi, mais ça reste un personnage assez secondaire, finalement, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il soit là. Ah, notre Léo Dagan et sa clique, c'est magique, il y a quelque chose de magique avec eux, parce que c'était le grand guerrier, le grand combattant, qui se retrouve à bêcher la terre avec des mecs. Enfin voilà, c'est passé de tout à rien, et c'est quelque chose de marrant. Et quand tu le vois partir face aux Burgondes et caresser les catapultes, tu retrouves le personnage, tu te dis putain, ça fait 10 ans qu'il doit souffrir, le mec. Vraiment déçu qu'il n'ait pas eu un rôle plus important, parce que pour moi c'était un des rôles principaux de la série, et je le trouve quand même assez effacé dans ce film. D'ailleurs, à un petit moment, il tient un bébé dans les bras. Qui c'est ce bébé exactement ? Est-ce que Kaamelott aura une version longue pour nous parler ? Voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que Kaamelott aura une version longue pour des petits détails comme ça de c'est qui ce bébé ? Où est son fils à lui ? Qui était aussi un personnage quand même important. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Est-ce qu'il l'a planqué dans un coin ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il l'a tué de ne plus pouvoir le supporter ? Voilà, des petits détails comme ça. J'aimerais bien avoir une version longue pour avoir plus d'explications sur des petits points d'interrogation qu'on a dans le film, surtout autour de lui. Le film tourne finalement autour de notre roi, il tourne autour de Arthur et de son retour en tant que héros. C'est un personnage qui doute, qui refuse encore sa destinée jusqu'au bout, qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus souffrir. Pourtant, les dieux l'ont élu, et malgré lui, il va montrer qu'il en est digne. Ce passage durant la bataille finale est vraiment classe, avec Excalibur qui s'allume d'éclairs bleutés. C'est beau, c'est classe. Un petit manque de moyens pour rendre la chose encore plus cool. Enfin voilà, c'est dommage de ce côté-là, mais c'est déjà super classe. Une grande partie du film tourne autour de la relation avec Guenièvre. Il va la libérer, mais n'attend rien en fait en retour. Pourtant, il va écouter les conseils du Pégu, on va l'appeler comme ça, qui sort un petit peu de nulle part. Il va gravir la tour et il va embrasser Guenièvre. Un poil cliché, mais toujours et tellement efficace. Je pense que cette action était essentielle pour que les dieux lui rendent ses pouvoirs au vu des erreurs qu'il a accumulées, dont justement la plus grande réside dans le changement d'épouse. Alors finalement, je vous ai raconté pas mal du film juste en parlant des personnages. Le film, le scénario, franchement, il est bon, il fait le taf.
C'est vraiment cool de retrouver nos personnages. Ils sont là, ils sont fidèles à eux-mêmes et en même temps, ils ont évolué. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Il y a un personnage que je n'ai pas évoqué, c'est Lancelot. Lancelot, l'antagoniste. Lancelot, le nouveau roi, le roi qui a fait tomber le royaume de l'ogre. J'aurais voulu le voir plus pour lui donner plus de profondeur et qu'il rentre au panthéon des méchants du cinéma. Voilà, parce que je pense qu'il peut complètement en devenir un. On voit qu'il est complètement fou, qu'il a perdu les pédales dans ses actions, mais voilà, j'en aurais aimé un petit peu plus. C'est peut-être ce qu'Alexandre Astier a prévu dans les prochains films, donc j'attends le suivant avec encore plus d'impatience de ce côté-là, voir ce qu'ils vont faire, voir comment Lancelot, le personnage, va être traité. Le film se termine, Kaamelott est en ruine et tout va recommencer. Il faut reconstruire. Et Arthur ne sera pas seul. Le chef saxon est pour moi une belle surprise et va prendre pour moi la place d'un premier ministre, autrefois détenu par Lancelot. À voir donc l'évolution du personnage, mais quoi qu'il en soit, on sait que l'Angleterre aujourd'hui est issue du peuple saxon. Je pense donc que le personnage va prendre une place de plus en plus importante au fil des films pour coller à la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Je vous parlais du final, je vous parlais de Lancelot qu'on retrouvait dans les prochains films. Il sera bel et bien le grand méchant, on ne sait pas trop qui est ce fantôme que l'on voit à la fin. Sûrement son père, peut-être aussi une incarnation dans la légende arthurienne du roi pêcheur. On voit aussi Méléagant qui se réveille, qui mange de la neige en scène post-générique. On sait que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Ce n'est pas fini pour Lancelot et le prochain film s'annonce pour moi encore plus grand que celui-ci. Voilà, j'ai l'impression que ce film c'est un petit peu un trait d'union, on verra plus tard, donc un trait d'union entre la série et le reste de la trilogie. Et globalement je pense qu'on ne saura vraiment ce que vaut Kaamelott une fois que tout sera vraiment complet, que tout sera vraiment terminé. Ça me donne aussi vraiment envie de m'intéresser à la légende arthurienne, globalement, pour voir comment Alexandre Astier a construit en fait son univers de la légende arthurienne, puisqu'il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est un peu un multivers à la Marvel, pour les gens qui ne connaissent pas la légende arthurienne et tous les récits qu'il peut y avoir avec. Avant de vous laisser, j'aimerais vous parler de ces flashbacks qu'il y a dans tout le film. En fait, il y en a où on découvre un Arthur très jeune, très loin de la version qu'on a adulte de lui, et je pense qu'il ne faut absolument pas mettre de côté ces scènes-là, qui sont vraiment très importantes pour le film et pour la suite du film. Alors on découvre Arthur jeune, alors qu'il est dans la Légion romaine, il doit se construire, se faire, et comme je le disais, il est très loin du Arthur contemporain, ou même du livre 6 quand il est jeune. Pour autant, pour moi, il y a deux choses à retenir de ces scènes. Déjà, Arthur a aimé des femmes, on ne sait pas s'ils ont fait des choses ensemble, et si elles ne pourraient pas porter son héritier. Ça permettrait, donc, c'est une hypothèse, de faire rentrer un personnage déjà adulte, qui suivrait les traces de son père, un petit peu comme un effet de miroir, où il découvrait l'île de Bretagne, le peuple, et un petit peu sa destinée. Mais pour moi, ce que j'ai compris de ce passage, c'est que contrairement à ce que Lancelot disait, Arthur n'est pas faible. Arthur peut tuer, il l'a déjà fait, et c'est un choix de sa part de ne pas le faire. Et je pense que ça induit justement qu'il le fera prochainement. Ça donne encore plus de profondeur et de force à cette décision quand il refuse de tuer. Et je trouve que c'est très bien joué d'avoir fait ça comme ça. Alors une question qu'on pouvait se poser sur la construction du film Kaamelott, quelle forme allait pouvoir prendre le film ? Eh bien finalement dans l'écriture j'ai l'impression d'avoir vu une pièce de théâtre avec les personnages qui rentrent, les personnages qui repartent, voilà, surtout au début de ce côté-là, et puis après pour le reste avec les mêmes décors qui reviennent à chaque fois sur la muraille, dans le salon autour de la table pour Lancelot, dans les souterrains pour Perceval et Caradoc, voilà. Franchement, c'est l'idée que j'ai eue, une pièce de théâtre, et je trouve que c'est assez marrant. Alors du coup, bah voilà, je vous fais partager cette idée. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé, qu'on aurait dit, une pièce de théâtre ? Voilà, je pense qu'on a fait le tour du film. Comme je le disais un petit peu avant, il y a énormément de choses à dire dessus. On va pouvoir y revenir dans de futures vidéos, selon vos commentaires aussi, qui orienteront les débats, qui orienteront les discussions. Quoi qu'il en soit, ce premier volet, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est le début d'une trilogie qui apparaîtra au cinéma. À voir quand est-ce que le deuxième film sortira, je l'attends avec impatience, et pour moi il sera clairement meilleur que celui-ci, parce que bah, là il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu éparpillées partout. Maintenant les gens vont pouvoir être réunis
et ça va grandement faciliter la narration. Enfin, globalement, voilà, avec de nouveaux points d'interrogation qui sont mis en place, et ça fait vraiment plaisir, ça fait rêver, ça fait se poser des questions, de nouvelles hypothèses. Voilà, on peut repartir sur beaucoup de choses. On a tenu 12 ans avec la série, là, voilà, on va tenir, je sais pas combien de temps on va tenir. Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Astier, quand est-ce que vous prévoyez de sortir le deuxième volet le plus rapidement possible? Pas le deuxième volet, de dire quand est-ce que, au moins on se prépare psychologiquement à l'idée, à la chose. Quoi qu'il en soit, voilà, le film est vraiment très bon, le film est vraiment génial, j'ai passé vraiment un super moment au cinéma, on ne s'ennuie pas, ça va très vite, les choses vont vite, enfin voilà, il y a des passages qui sont vraiment énormes, comme sur les remparts, à regarder les Burgondes avec leur catapulte, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Petite déception, il y a 10 minutes, on va dire à peu près au centre du film, où j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques, englobées dans de l'humour, mais des facilités scénaristiques quand même. Ça me fait un petit peu penser à un côté anglais, donc c'est peut-être pour parler à ce public. Voilà, mais toute la scène de capture, ça fait presque 10 ans qu'ils sont cachés tous partout, et là d'un coup, bam, ils sont tous capturés en même temps. Voilà, je trouve que c'est un petit peu facile, et le Pégu là, qui sert à inspirer Arthur pour Guenièvre, qui pop de nulle part aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Enfin voilà, il y a une petite bulle au centre du film, un petit virage, où pour moi il y a des facilités scénaristiques un peu dommage. Alors après ça donne des scènes qui sont quand même drôles, peut-être que l'objectif c'était donc parler à un public anglais. Autre petit point qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est le jeu de Perceval juste avant de prendre l'épée arthurienne. Alors là, c'est complètement anglais pour moi sur le principe, côté un petit peu burlesque, un petit peu bordélique qu'il y a, mais voilà, un petit peu dommage, et je comprends Audrey Fleurot qui n'avait pas eu le reste du script, qui apparaît donc juste dans cette scène, qui arrive, qui est là, et qui se dit, mais en fait, j'ai participé à quoi là? C'est quoi? Je sais pas. Et voilà, donc il y avait eu un interview d'elle où elle était un petit peu dubitative, et ça se comprend sur le principe quand tu n'as pas vu le reste du film. Comme je le disais, j'en attends encore plus du prochain film, j'espère ne pas attendre 10 ans. Quoi qu'il en soit, on a des choses à dire, on a des choses encore pour rêver pendant quelques années, juste avec ce film de 2 heures. Merci à Alexandre Astier d'avoir tenu sa promesse en nous faisant revenir Arthur en héros, un petit peu malgré lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je le disais, à poster en commentaire votre avis sur le film, à dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, quelle qu'elle soit, sur Camelot ou sur autre chose. Salut à tous, c'était Kino.